Bonsoir chères téléspectatrices, téléspectateurs de Zouk Télévision, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Kiosque. Et j'ai le plaisir aujourd'hui donc d'animer cette émission avec des chroniqueurs que vous connaissez déjà. Nous allons donc aborder plusieurs thèmes de l'actualité locale et nationale. Alors souvent une actualité nationale qui a des répercussions locales. Et l'œil aiguisé de nos chroniqueurs nous permettra d'avoir une lecture éclairée donc, de ces problématiques. Donc je vais tout d'abord, chère Béatrice, t'accueillir. Honneur aux dames. Comment vas-tu? Ton actualité? Comment as-tu passé ta semaine? Chroniqueuse donc. À la chroniqueuse. Alors, oui, un mot pas tellement heureux. Chroniqueuse ou Je sais pas, moi non plus. Chroniqueur, Chroniqueur, oui, tout à fait. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Merci une fois de plus de nous accueillir chez vous. Mon actualité, elle est l'actualité nationale, je crois que nationale et régionale. Régionale par ce symposium de la Caraïbe pour lutter et pour faire la guerre définitivement là, aux armes à feu. Symposium très important aujourd'hui des pays de la Caraïbe et qui décide vraiment de s'attaquer à la question de la délinquance par arme à feu et d'ailleurs quelque part intime également demande aux États-Unis de faire le travail qu'il faut pour que leurs armes ne se retrouvent pas sur leur territoire. Donc ça m'a marqué. J'ai essayé de suivre un peu les échanges, mais il y a eu des prises de parole, notamment de la première ministre de Barbade, qui m'ont réellement percuté, avec des chiffres évidemment qui sont inquiétants pour la Jamaïque, pour Trinidad, pour Barbade, qui sont quand même inquiétants en matière de délinquance et de mort avec arme à feu. Et puis national, évidemment, la réforme des retraites. Et puis, c'est plus que 97 jours d'apaisement qui ne me semble pas en bonne voie. Mal engagé. Puisque le président de la République a pris la parole, après avoir promulgué sa loi, a pris la parole et a parlé à l'imparfait en considérant que l'histoire était déjà réglée et que désormais se lançait une période de 100 jours, bon, référence malheureuse, on va en reparler, oui. Mais d'apaisement, moi j'y crois pas et moi je suis pas du tout apaisée. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Eh bien, Michel Blanchy, de retour parmi nous, oui. Depuis, c'est peut-être la deuxième fois depuis ton voyage. Comment vas-tu? Rédacteur en chef du journal Justice, oui. Et économiste, entre autres. Oui, alors, bon, mon actualité, bien sûr, recoupe un peu ce qu'a dit Béatrice Bellet, parce que l'actualité, quand même, est marquée, parce que je pourrais appeler l'accentuation de la crise de régime. En effet, bon, le Conseil constitutionnel a validé, je dis les choses rapidement, puisqu'on va en parler. Ce sont des sujets qui sont à l'ordre du jour. Bon, le Conseil constitutionnel a validé dans des conditions, à mon avis, non fondées en loi, parce que plusieurs constitutionnalistes contestent l'analyse du Conseil constitutionnel. Et le président de la République a décidé de prendre la parole pour essayer d'apaiser. Et la réponse, c'est la colère des Français. Tout à fait. Voilà. Donc, on est dans une crise démocratique, une crise de régime, dont nous devons mesurer la situation, nous, Antillais, parce que nous avons l'expérience historique que quand la politique évolue à droite en France, cela coûte très cher au département de l'Outre-mer. Donc on ne peut pas simplement dire, bon, comme certains, ça c'est les affaires françaises, ben comme ça, non, pas du tout. Mais très bien, tu vas développer. Pas du tout. Philippe Sassir, merci d'être là, bonsoir, universitaire et ancien avocat. Comment vas-tu, ton actualité? Oui, voilà, ton actualité. Et puis j'ai envie de faire la remarque, parce que ce que Michel Blanchy disait est vrai. Voilà un drôle de conseil constitutionnel qui accepte la loi, et puis, mais dans lequel il n'y a aucun juriste. Donc quel est ton point de vue là-dessus? Il y en a, mais... Bon, si tu mets... Alors, mon actualité, il faut que je dise deux mots. Moi, c'est le problème de la violence. Alors, effectivement, la participation du président du conseil exécutif à CARICOM sur les problèmes de sécurité, de lutte contre la drogue,
Et les armes à feu, c'est quelque chose de... Moi, j'ai été effaré par les chiffres. Hein. On arrive à mettre la main que sur 10% des trafics. Donc, vous imaginez le reste. La deuxième actualité, eh bien oui, c'est très personnel. Enfin, très personnel, j'ai jamais rien de personnel. Moi, c'est l'intérêt général, l'intérêt de notre pays. Le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, organise samedi 22 à l'hôtel Batelière un forum d'information sur toutes les formations que nous mettons en place pour l'année prochaine. Alors, tout le monde est invité, les jeunes, les moins jeunes, puisque nous avons des titres professionnels, nous avons toutes les formations que nous avons vraiment fait évoluer. Et puis bon, nous avons dans la perspective, Charles, n'est-ce pas, notre collaboration avec l'Institut. Oui, Martiniquais de formation professionnelle des adultes, absolument. Et on va en parler, puisque moi j'écoutais avec beaucoup... Vous traitez le président comme ça, il dit des choses. Et moi j'aime bien retenir les choses qu'il affirme. On va certainement en parler tout à l'heure. Tout à fait. Oui, tu as raison, Michel. Le Conseil, pourquoi voulez-vous que le Conseil constitutionnel juge en droit? Donnez-moi. Alors, ça me surprend quand même. Eh oui, le droit est susceptible de tellement d'interprétations. J'aurai l'occasion de... je vais vous le démontrer. Pour mieux s'adapter à la réalité. À quoi ça sert la jurisprudence? C'est interpréter le texte pour mieux l'appliquer à la réalité. Donc, en le déformant nécessairement et parfois en lui faisant dire le contraire de ce qu'il avait dit au départ. Je vais vous en faire la démonstration. C'est ça l'intérêt de la jurisprudence. Sans quoi la jurisprudence n'aurait pas d'intérêt. Et sous l'influence souvent de la doctrine. Mais Michel, c'est vrai ce que tu dis là. Et le Conseil constitutionnel peut d'autant mieux juger à partir de principes généraux ou de textes que c'est la Cour suprême. Oui. Il n'y a personne au-dessus de lui. Oui. D'accord. Peut-être qu'on y revient. On y revient, tout à fait. Et enfin, le dernier, mais pas le moindre, Guy Albert, Rufin Duhamel, merci d'être là. Ton actualité, ta semaine, et puis très content de te retrouver. Oui. Ingénieur social. On peut dire ça. C'est vrai qu'une semaine un peu fatigante, une semaine qui m'a beaucoup permis de m'interroger, c'est-à-dire de poursuivre une réflexion sur la ruine démocratique, c'est-à-dire cette cacophonie dans un espace démocratique national, avec des répercussions. Tout à l'heure, notre ami Michel parlait que quand la droite est aux manœuvres au national, que ça posait des problèmes, mais ça met en faillite. C'est plus qu'un problème, ça crée une faillite totale dans nos territoires et on aura l'occasion de revenir sur un point de démonstration. J'ai beaucoup interrogé, si tu veux, le côté de cette démocratie à l'heure de la défiance. C'est-à-dire comment on fait la démocratie quand on est dans une politique défiante, dans une citoyenneté en échec et il n'y a plus de partage de la pensée, il y a un régime totalement totalitaire, et j'assume le mot, totalement totalitaire. Presque autiste. Oui, mais c'est ça. Et puis on se retrouve dans une contestation de rue qui est tue, dans un bruit qui est interdit. Non seulement interdit, mais qui est totalement ignoré, et dans une mobilisation qui est invisible alors qu'elle est totalement présente chez tout le monde. Je crois que ces mécanismes institutionnels m'interrogent beaucoup. Et puis un hybride politique, juridictionnel, qui est le Conseil constitutionnel, qui est totalement un hybride, quelque chose dont on ne sait pas la nature. C'est-à-dire, et c'est pourtant pas sui generis, puisque c'est constitutionnalisé. Mais on a presque envie de dire à quoi ça sert. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de juriste, puisque nous voyons bien sa composition. Elle est riche en sommité du droit. Et nous voyons quelquefois même sa tendance politique, notamment la nature supposée de son président. Mais ça nous échappe. Sa méthodologie, je vais dire, de dire, pas le droit, mais de dire la règle constitutionnelle, elle est totalement occulte.
Elle relève, si vous voulez, d'un aspect sur lequel on ne peut pas aujourd'hui dire par quel mécanisme et par quel truchement Ils en sont arrivés là. ils en sont arrivés là. Très bien. Il semble-t-il que ce soit secret. Mais on percera peut-être le secret et le mystère surtout. Voilà. Quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de juriste, en fait, il n'y avait pas de constitutionnaliste dans le Conseil constitutionnel. Et bon. Ils s'en défendent. Voilà, ils s'en défendent. Voilà. Bon, maintenant, donc premier thème, on a un petit peu défloré le débat. Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la réforme des retraites. Je commence par Béatrice. On peut dire qu'il a d'ailleurs même retiré toutes les mesures de justice qui voulaient amoindrir les effets de la loi, les cavaliers sociaux notamment. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment là-dessus et puis élargir ton propos? Alors, déjà, je pense que Guy Albert Ruffin a effleuré déjà la question, et Philippe Saint-Cyr également. Il faut rappeler ce qu'est le Conseil constitutionnel. C'est un organe qui a vocation à regarder si les dispositions législatives telles qu'elles sont prises, soit dans la méthode de leur décision, promulgation, vote, soit dans le texte, sont constitutionnelles, donc sont conformes à la Constitution. Donc on se dit là, quand on entend ça, Conseil constitutionnel, c'est vrai, les gars, on a un niveau high level d'expertise de la Constitution et donc de la lecture constitutionnelle, en effet, d'un certain nombre de choses. Et puis après, on doit s'interroger sur qui compose ce Conseil constitutionnel. Alors il faut le dire quand même, il faut arrêter de rêver. Ce ne sont pas les 9 membres du Conseil constitutionnel qui écrivent. Il y a des services administratifs composés, en l'occurrence, eux, de constitutionnels. Mais pour être une fonctionnaire depuis suffisamment longtemps et une donc dizaine d'années, une vingtaine, et donc émaner le droit administratif depuis très longtemps, constitutionnel et tout ça, la réalité, et Maître Saint-Cyr l'a dit, c'est que bon, le droit, évidemment, s'analyse et s'apprécie à l'aune de ce que l'on veut également en tirer. Bon. Et là, quand on dit ça, il faut dire donc qui compose aujourd'hui le Conseil constitutionnel, les 9 membres du Conseil constitutionnel. Et je vais vous donner leur nom. Donc le président, évidemment, c'est M. Fabius, nommé le 19 février 2016 par le président de la République, Hollande. Il a un mandat de 9 ans non révocable. Donc il est encore là pour pas très longtemps, mais encore 2025. Pour 2 ans. Voilà, pour 2 ans. François Séners, nommé en 2022 par le président du Sénat. Président du Sénat, à droite, Larcher. Véronique Malbec, nommée le 23 février également 2022 par le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence la présidente. Macroniste. Michel Pinault, nommé le 19 février 2016 par le président du Sénat, qui était déjà Gérard Larcher, à droite. Ça fait un moment qu'il y est. D'accord. Corinne Lukiens, nommée le 18 février 2016 par le président de l'Assemblée nationale, en 2016, éventuellement à gauche. Jacques Mézard, nommé en 2019, macroniste. François Pillet, nommé en 2019 par le président du Sénat, à droite. Alain Juppé, nommé en 2019 par le président de l'Assemblée nationale, à droite. Jacqueline Gouraud, ex-ministre macroniste, nommée en 2022 par le président de la République. Bon, une fois qu'on a ça, est-ce qu'on s'imagine sincèrement qu'entre les gens de droite qui étaient pour une réforme qui emmène plutôt à 65 ans et des soutiens clairs de Macron, et éventuellement le président Fabius de gauche, en étau avec 6 personnes, voire 7 de droite autour de lui, a la capacité d'aller contrer aujourd'hui, ou à la volonté, au-delà de la capacité, d'aller contrer les recours qui ont été faits. Ils n'en ont pas la volonté. Et d'ailleurs, quand on va au bout, parce qu'il faut dire ce qui s'est passé, non seulement
le Conseil constitutionnel a décidé de valider la méthode, les cavaliers. Donc, il y a eu des recours sur un certain nombre de choses, je vous le dirai tout à l'heure si on a le temps. Mais ils ont également décidé de refuser le RIP, le référendum d'initiative partagée, même si en toute sincérité... Ouais, bon, dans sa première mouture, en tout cas, il n'était pas bon. Il y avait un moyen notamment utilisé qui était de dire que il ne peut être fixé un âge de départ minimum à 62 ans. Or, c'est déjà le cas. Bon, et donc, en droit administratif, on sait, s'il y a certains moyens qui sont d'ores et déjà écartés, bon, voilà, le RIP, dans la mesure où c'était... Voilà, c'est des mesures... Enfin, c'est des choses cumulatives pour l'appréciation du RIP, de ce que j'en ai compris. Bon, il y avait ça. Et puis, il a fait également sauter, comme tu l'as dit, les cavaliers sociaux, c'est-à-dire... qu'avait exigé la droite, étonnamment d'ailleurs, qui était sur l'emploi des personnes âgées. Et notamment le fait d'obliger les chefs d'entreprise à figer quelque part le contrat de personnes de plus de 55 ans, parce qu'on voit que dans un certain nombre de grandes entreprises, et notamment dans les entreprises industrielles qui sont celles qui payent le mieux, rappelons-le, bon, et ben, se met en place à partir de 55 ans, on voit souvent des conventions de départ voilà, qui sont mises en œuvre. Donc voilà, donc je ferai après le tour, mais c'est une décision qui, en tout cas, d'après les constitutionnalistes, et vraiment d'après les moyens utilisés, est quand même limite. D'accord, très bien. Voilà. Alors, donc, Guy Albert, tu vas sans doute compléter le propos de Béatrice, mais donc, le fameux index senior pour les entreprises, qui permettait aux entreprises de plus de 1000 salariés de mesurer le taux d'embauche de leurs emplois seniors, le fameux contrat de travail senior qui permettait de faciliter le retour au travail des seniors. Enfin, toi, l'ingénieur intéressé au fait social, est-ce que tu as un commentaire dessus ou... Oui, mais je crois qu'il faut rester sur la vraie question. On a une accumulation d'instruments de procédure. On a aujourd'hui une décision qui est rendue, elle n'est pas en attente, elle n'est pas pendante. Et cette décision va certainement sceller l'anarchie démocratique. Rendu applicable, donc. Oui, c'est un scellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va sceller une manière, c'est-à-dire une méthodologie totalement décente, obscène même, d'une anarchie démocratique. Alors, si je me trompe, c'est qu'il y a une mutation, c'est-à-dire qu'il y a une métamorphose dans la lecture, et que peut-être que ce que j'appelle aujourd'hui l'anarchie démocratique est la nouvelle démocratie française. Donc ça serait peut-être plus grave. Je n'ose pas peut-être le penser, car je reste républicain dans ma réflexion. Tous ces cavaliers sociaux, tout ce qu'on a pu avoir depuis le 47-1, puisque ça part du 47-1, cette fameuse interrogation du Sénat, ces cavaliers législatifs... Tu peux te rappeler, s'il te plaît, car 47-1, c'était... La possibilité d'interroger le Sénat, de passer en force, c'est ce qu'avait utilisé. Et le 49.3 est utilisé pour l'Assemblée nationale. Et le 47.1 pour le Sénat. Et puis ces textes qui sont des textes, je veux dire, assez bon enfant dans leur forme, et qui vont porter le gène de la létalité. C'est-à-dire que dans un texte qui pourtant est techniquement correct, on va... même pas astucieusement. On va grossièrement mettre des choses, embarquer, je vais dire, de la révolte de démocratie, de la révolte citoyenne. Tout à l'heure, tu m'interrogeais sur ces entreprises avec le CDI des seniors. Tout ça, ce n'est que la poudre aux yeux, puisqu'on voit bien que non seulement ça avait déjà été écarté depuis le débat, depuis le supposé débat parlementaire, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, et ça est confirmé comme une sorte de scellement de l'anarchie démocratique par le Conseil constitutionnel. Donc, dans l'interrogation que je porte, je vais beaucoup plus loin. Je dis qu'aujourd'hui, c'est la citoyenneté qui est abîmée. C'est le droit de dire, voilà comment nous voyons notre société avec une représentation suffisante. Je parle sous le contrôle des chiffres. Aujourd'hui, quand nous disons que la réforme des retraites est une réforme non seulement scélérate, mais qui n'est pas admise par aujourd'hui le peuple, oui. Nous avons aujourd'hui, c'est pas que nous autour de ce peuple qui le disons. Et c'est aujourd'hui, c'est au nom d'une représentation,
au nom d'un pouvoir acquis par des urnes. Et de quelles urnes parlons-nous quand même? On peut aujourd'hui dire, voilà, avec une sorte d'assise constituée, pas constitutionnalisée, mais une assise constituée, que voilà aujourd'hui la lecture. Je crois que la souffrance, je veux dire, de notre République, la souffrance de notre démocratie doit nous interroger. Et quand elle nous interroge, elle attend de nous, cette fois-ci, pas de baisser les bras, mais de rester digne et d'aller dans la logique que nous avons toujours poursuivie. Très bien. Michel, quand Guy Albert parlait de quelles urnes, il faisait sans doute référence aux 27% d'Emmanuel Macron au premier tour, finalement, qui obtient une élection au deuxième tour face à Marine Le Pen. Il a oublié qu'on a voté contre Marine Le Pen plutôt que pour lui. Tout à fait. Tout à fait. Et lui-même, d'ailleurs, dans un éclair de lucidité, avait quand même dit j'ai retenu le message et je sais qu'il y a une partie des gens qui ont voté pour moi qui ne sont pas d'accord avec mon programme et qu'ils ont voté pour écarter l'extrême droite. Il a même dit « et ces votes m'obligent ». Oui, tout à fait. Donc, mais C'est plutôt vertueux. Mais pour revenir au Conseil constitutionnel, l'analyse des personnalités, des gens qui composent ce Conseil constitutionnel est quand même intéressant parce que, d'abord, ce sont soit des hauts fonctionnaires sortis de l'ENA, pour beaucoup d'entre eux, qui ont passé par des cabinets ministériels, soit des anciens ministres. Alors, le premier d'entre eux, ça vaut le coup de le rappeler. Bon, il y a quelques années, Laurent Fabius avait repoussé l'idée de repousser l'âge de la retraite à 64 ans. Et il avait même il n'était pas d'accord tout à fait avec ce qu'on appelle la réforme Touraine, qui consistait à allonger, à augmenter le nombre de trimestres qu'il fallait pour avoir une retraite à taux plein. Bon, alors, on a listé au moins six causes. Alors, premièrement, le fait d'avoir utilisé la loi rectificative de finances de la sécurité sociale. Absolument. Bon, premièrement. Bon. Donc, c'est grave d'avoir validé ça, parce que désormais, comme l'a dit notre collègue, on va pouvoir, par le canal de la loi de finances, et comme les lois de finances permettent d'utiliser le 49 fois de manière infinie, eh bien, on pourra introduire toutes sortes de dispositions contestables par le canal d'une loi de finances, d'une loi budgétaire, pour pouvoir ensuite les imposer par l'article 49.3. Parce que, effectivement, tous les aspects de la politique publique passent par les finances. Hein. Exactement. Et au cas je vais poser une question. Oui. C'est une question comme ça, très, très, très perverse, parce que je suis très candide, c'est évident. Les cavaliers sociaux qui ont été mis de côté. J'aurais aimé voir la décision du Conseil constitutionnel. Et sur quel fondement ? Et c'est sur le fondement qu'effectivement, ils sont sur une loi de financement de la sécurité sociale. Parce que si, je continue mon raisonnement. Si c'est ça, M. Macron est un homme très intelligent, très rusé, parce que je l'ai écouté religieusement lors de sa prise de parole. Le premier objectif qu'il vise dans les 100 jours, n'est-ce pas ? 100 jours, c'est napoléonien, n'est-ce pas ? Dans les 100 jours, c'est de discuter du travail, de la législation du travail. Alors je me pose la question simplement de savoir si en discutant de cette façon-là, c'est pas l'occasion de revenir sur ces cavaliers qui, dans le contexte, avaient pu être déclarés inconstitutionnels. Je suis pervers, mais en faisant un peu de politique, tout est possible. N'est-ce pas, bébé ? Exactement. Alors, je laisse Philippe. Alors, Michel, c'était le premier élément. Le deuxième élément. Alors, il est certain que la gauche dit qu'avec l'article 10 de la Constitution, on doit même revenir sur ces fameux cavaliers sociaux de la loi. Bon. Et puis, alors, je cite rapidement. Oui. Les retraites ne peuvent être... il y a des articles qui sont sans lien avec le budget. C'est ce que tu as cité. Il y a, alors, l'accumulation des dispositions
donc le 47.1, le 49.3, etc., qui, en soi, alors, qu'est-ce que dit le Conseil constitutionnel? Il dit, en soi, ils sont légaux. Ce qui est nouveau, c'est l'accumulation. Oui. Eh bien, sans preuve, le Conseil constitutionnel dit, eh bien, on a le droit d'innover. On a le droit d'innover et d'utiliser ces dispositions exceptionnelles qui visent à limiter le temps de parole des députés, à faire adopter la loi par ordonnance ou à la faire adopter par le 49.3, c'est-à-dire sans vote, n'est-ce pas? Et c'est possible de le faire. Seulement de l'anarchie démocratique. Voilà, ce que tu appelles alors, numéro 4. Bon, ça c'est numéro 4. Numéro 5, c'est une loi qui crée de multiples inégalités. Bon, et ça c'est contraire à l'article 1er de la Constitution. Ok? Bon, la Constitution, Oui. l'article 1er de la Constitution dit que la France est une république qui doit assurer à tout citoyen les moyens de sa subsistance. Ok? Bon. Et puis, il y a donc tous ces principes fondateurs de l'article 1er, article 11 de la Constitution, et notamment sur la sincérité du débat. Est-ce qu'on a donné, je prends l'exemple, est-ce qu'on a donné aux députés les éléments suffisants pour apprécier, notamment qu'effectivement qu'il y avait un minimum de retraite à 1 200 €? Non. Ça a été démontré que les chiffres étaient faux. le député socialiste Gedge Jérôme Gedge. a démontré qu'il a consulté l'avis du Conseil d'État. Il est allé même à la Il est sécurité. même allé, bon, et que par conséquent, les chiffres qui avaient été fournis Le million et quelques, c'était en fait 36 000, erronés. oui, tout à fait. Donc on a trompé les députés. Oui. Bon. Et moi, je vais ajouter quelque chose. Non, mais tu peux du coup conclure sur ce que le Conseil constitutionnel dit de ça, parce que le recours est fait sur la sincérité. Tout à fait. Et le Conseil constitutionnel dit, en gros, on n'est pas en commission d'enquête quand le mec il est, enfin, Tout à quand fait. un ministre est devant l'Assemblée, il a le droit de dire en gros ce qu'il veut. Il veut, oui. Alors, ce que disent bon, j'ai lu l'avis d'une constitutionnaliste qui a été interrogée par le journal L'Humanité. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est que, en fait, ce sont des affirmations sans démonstration. Donc c'est déclaratif. C'est déclaratif. Voilà. Bon, alors, mais je voudrais ajouter quand même une dernière chose, si vous permettez. Ce qui me paraît le plus grave, c'est que dans toute loi, il y a ce qu'on appelle une étude d'impact. Bon. Et il n'y a pas eu d'étude. Alors, on a cité le corps, etc. Bon. Mais on n'a pas cité la situation des départements d'outre-mer. Tout à fait. Il a fallu, pour le dire les choses, que, bon, même si je ne suis pas de son bord, il a fallu que Catherine Conconne et le député du Nord, Marcelin Nadeau. Marcelin Nadeau, aussi bien au Sénat et à l'Assemblée nationale, asticotent un peu le ministre du Travail, Olivier Dussopt, pour que, in fine, à la fin du débat, ils disent, bon, eh bien, on va demander au corps, comité d'orientation des retraites, de faire une étude sur la situation, l'impact de cette loi sur la situation des retraités dans les départements d'outre-mer. Très bien. Alors ça... On ça, va c'est- demander, hein. Alors, bon, d'abord, je pense que parmi les choses que le mouvement démocratique et progressiste doit exiger, c'est que l'effectivité de cet engagement, Oui. n'est-ce pas? Bon, parce que la situation, c'est que cette loi va accroître la pauvreté. C'est quelque chose que j'ai déjà dit ici, la pauvreté des seniors dans un pays où le vieillissement de la population est accéléré et où l'allongement de la durée de l'âge légal va écarter les jeunes du travail et va augmenter donc l'exil, les 3000 jeunes qui partent chaque année. Donc c'est un cercle vicieux. Oui. C'est un cercle vicieux. Tout à fait. Donc on accroît les départs des jeunes et les vieux deviennent plus pauvres. Tout à fait. Bon, donc ça c'est une situation. Et ça c'est spécifique à la Martinique. Très bien.
Très bien. Oui, mais c'est pour ça que je précise Bon. que c'est quand même c'est assez exceptionnel que sous cette question de la réforme des retraites, qu'on a une unanimité académique, c'est-à-dire que géographes, économistes, sociologues, anthropologues, les ingénieurs sociaux qui quelquefois sont très assez... Mais on arrive à dire qu'on se trompe techniquement. Très bien. Donc, Philippe, et ta malice, tout à l'heure, tu as été un petit peu... T'as mis du suspense. Vous voulez que je reprenne ma malice? Oui. Alors, il faut compléter, oui, tout à fait. Mais, non, je me pose la question qui est vraiment tout à fait candide. Donc, ces cavaliers sociaux, n'est-ce pas, ils ont été éliminés, notamment, c'était, je crois, des propositions qui étaient faites. Les seniors. Voilà. Les femmes. D'accord, ok. Donc, inconstitutionnel. Ouais. Mais inconstitutionnel, pourquoi? Parce qu'effectivement, je n'ai pas lu la décision dans son entier. Je pense que c'est inconstitutionnel parce que c'est greffé sur un texte de financement de la sécurité sociale. Ça, c'est clair, ok. Mais je me pose la question de savoir tout simplement, mais tout bêtement, je n'ai pas d'intention malicieuse, absolument pas. S'il n'y a pas là la possibilité d'une stratégie, c'est-à-dire, parce que M. Macron, votre président de la République, le président de la République, aussi. Mais oui, j'accepte. Bon, eh bien, il insiste lourdement. Le premier, il a dit quand il a pris la parole. Premier aspect qu'il évoque, c'est le travail. Le premier chapitre, c'est le travail. Oui. Le travail. Donc, ça lui donne peut-être la possibilité de revenir sur un certain nombre de mesures, non. De questions qui n'ont pas pu être abordées totalement. Je me pose la question, c'est tout. N'oubliez pas quand même qu'il y a des PPL, des projets de loi qui vont être déposés, notamment dans les niches parlementaires par un certain nombre d'élus, et notamment une demande d'abrogation. Il y aura des demandes d'abrogation de cette loi. On connaît maintenant les niches parlementaires, on sait très bien comment elles sont dissoutes. Oui, mais là, par exemple, la future niche parlementaire est censée être portée par ailleurs par l'IOT. Oui, mais ça peut-être. N'oublions pas que les casseroles là, qui sont en train d'être entendues partout, elles sont aussi devant les permanences des députés et même les députés de la majorité pour leur dire si tu nous représentes, tu votes en ton âme et conscience, mais n'oublie pas que tu nous représentes. Il y a des comités qui se créent sur un certain nombre de territoires et les gens signent des pétitions qui sont envoyées avec la liste d'émargement, copie de la liste d'émargement des listes électorales et les gens signent. Voilà ce qui se passe en ce moment. Donc, ce serait plutôt une demande d'abrogation que une motion de censure. Oui, non, c'est cette voie-là. C'est une voie plus... Elle est plus consensuelle, en tout cas, moins brutale. Enfin, la LIOT a quand même l'intention de déposer aussi une motion de censure. Une nouvelle motion de censure. D'accord. Elle ne l'exclut pas. Aussi, ça n'exclut pas la motion de censure. Ouais. Donc, ça nous amène vers l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. Et cette allocution télévisée, alors beaucoup de personnes autour de moi m'ont dit qu'ils n'ont pas regardé. Ils n'ont pas regardé parce qu'ils estimaient que ça n'avait aucun intérêt. Donc, très, très rapidement, j'ai entendu une chose, comme s'il était reparti en campagne. Il a fait une allocution, on nous a dit une douzaine de minutes où il était en campagne. Et puis j'ai envie de vous dire, j'ai entendu aussi, je vous entends, mais comme j'ai raison, je promulgue. En gros, c'est ça. Alors, je vais commencer par Guy Albert et puis ensuite Bébé. Non, je ne peux pas commenter un discours. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la rhétorique m'a semblé alambiquée, c'est-à-dire sur le plan rhétorique. C'est-à-dire, je retiens quand même qu'on a une détermination, on a une normalisation de ce qui s'est passé, c'est-à-dire là, il faut que ce soit normalisé dans la population. On dirait en Martinique un toupet. Mais on a aussi, on dirait un toupet. Un temps professoral, quand même, des réponses qui sont vaseuses, mais qui sont assumées parfaitement dans leur aspect comme ça. Mais on l'avait déjà dit sur ce plateau, Béatrice parlait de portes de sortie. Et moi je disais, rappelez-vous, des portes d'entrée. Maintenant, derrière nous, les portes de sortie, des gens, c'est fini. Ça, c'est les portes de sortie.
ils sont sortis. La loi est promulguée. Ouais, c'est fini. Maintenant, prenons enfin nos portes d'entrée, là. Comment nous allons sortir, nous, de ça, mais rentrer dans ce processus. Et je crois que ce discours m'interroge face à une posture comme ça c'est pas M. Macron en tant que M. Macron, hein, c'est-à-dire aujourd'hui... Il est vertical et autoritaire, quand même. C'est la politique de l'exécutif actuel, c'est-à-dire comment nous allons composer, parce que le quinquennat ne fait que commencer. Tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une démonstration à J+1... Enfin, pas J, c'est un an. Donc, il y a 4 ans à tenir. Et comment nous allons entrer pour la défense et la sauvegarde de notre citoyenneté, de notre démocratie, de notre République, et puis ce qui est beaucoup plus près de moi, de mon pays, la Martinique. Tout à fait. C'est ce qui m'interroge, là. Et tous mes espoirs se tournent vers... Alors, je ne sais pas si on pouvait parler de décolonialité envers l'exécutif, mais c'est un vœu pieux que j'interrogeais sur le plan philosophique. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette résistance démocratique, c'est ce que j'entends, cette résistance démocratique, cette résistance face à la protestation, cette capacité d'être sourd. Donc je me dis, mais comment on va l'affronter? Il y a peut-être des idées, mais je crois que c'est peut-être pas le moment d'en parler. Mais cette crise qu'a provoqué, je veux dire, la réforme des retraites, est une crise qui malheureusement risque d'être durable. Et ça appelle une ingénierie à part entière. Absolument. Béatrice, ce que disait Guy Albert frappait du saut du bon sens, parce que en fait, la démocratie, ce n'est pas seulement le vote et du peuple pour un candidat, c'est aussi, me semble-t-il, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et ça, visiblement, on n'y est pas. Et puis c'est aussi l'autorité légitimée et reconnue par tous, parce qu'elle est bien évidemment représentative de ce que tous veulent. Donc le président Macron aujourd'hui, il n'est pas du tout à sa place. Bon. Il y a 2 semaines, parce que je n'étais pas là la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, on en avait parlé, c'est le fameux Démos et puis Kratos, oui, pouvoir en effet au peuple. Et puis aujourd'hui, l'organisation institutionnelle qui permet ce pouvoir. Moi, ce que je retiens de l'allocution, puisque c'est la question qui est posée, l'allocution, c'était du vide. Moi, c'était du vide. C'était vide. C'est-à-dire qu'en plus, avec cette impression très désagréable que le président se moque des gens. C'est-à-dire qu'il introduit son propos en disant « Je sais que cette réforme n'est pas acceptée ». Mais quand un président dit ça, « Mon peuple n'accepte pas », donc on s'attend dans la suite de son discours à ce qu'il à une inflexion, oui. À une empathie même. Il a été dénué de toute empathie. Vous n'acceptez pas, mais en tant que père, j'impose. Sauf que normalement, le rôle du président, et ça c'est aussi la Constitution qui le porte, le président est le garant de l'unité nationale. Donc quand tout ton peuple te dit non, est-ce que ton rôle en tant que garant de l'unité nationale, c'est de lui dire « je t'entends mais ça ne m'intéresse pas ». Parce qu'en plus il dit aux gens « je vous entends ». Il prend des références historiques pour certaines malheureuses. Il introduit là en disant « bon, on aura 100 jours d'apaisement ». Donc on sort de 11 manifestations qui ont mobilisé à chaque fois des millions de personnes qui sont allées dans la rue, et il dit, à partir de maintenant, il parle à l'imparfait sur la réforme des retraites, il en parle 2 minutes, soit dit en passant, 2 minutes sur 16, pas un discours très long, et il parle à l'imparfait. Ben, il a déjà réglé. Zot me fait ça, il a déjà réglé. D'accord? Et il dit, alors, et puis il sort des trucs, sur l'enseignement. Donc il parle de l'emploi. Bah oui, l'emploi, ce qui aurait d'ailleurs dû être le sujet introductif à la réforme des retraites. On l'avait dit ici, s'il y avait quelque chose auquel il fallait s'attaquer en premier, c'était l'emploi, c'était la question des conditions de travail des gens. En l'occurrence, la France n'est pas est dans le top du bas et parmi les plus mauvais pays de l'OCDE en matière de conditions de travail. On a du mal à y croire, mais c'est une réalité. Bon. Et il parle donc de l'éducation. Et il dit, pour certains profs, qu'il va avoir des augmentations de salaire,
on sait qu'il y a 2200 suppressions de postes dans l'éducation nationale. Mais, par un miracle, dont on ne sait pas ce qu'il sera, quel type de recrutement, mais enfin on a un peu compris maintenant comment ils faisaient. Ils vont chercher des gens qui ne sont pas du tout formés, qui n'ont pas de pédagogie et tout ça. On annonce aux parents, il n'y aura plus jamais de poste, de remplacement qui ne soit pas rempli. Donc il y a un prof absent, il sera automatiquement remplacé. Il y a un dispositif qui prévoit la formation en 3 jours sur des écoles. D'accord. Il y a, je vous rappelle, 2200 suppressions de postes pour cette année en France, me semble-t-il, ou je ne sais plus, et je crois combien en Martinique ? Une centaine. Une centaine encore de postes diminués en Martinique. Bon. Et puis il annonce, il dit, il y aura des heures de soutien. En fait, l'heure de soutien en question, c'est une heure récupérée de la matière technologique qui a été supprimée. Et puis, il dit également il dit, et ça, si on veut bien, il dit également qu'il y aura donc toujours pour les professeurs, donc des augmentations. Pour les professeurs qui ont 15 ans d'expérience, parce qu'il y a eu cette problématique des jeunes professeurs qui allaient en effet pouvoir rentrer avec un salaire minimum de 2500 €, me semble-t-il, brut, et donc les anciens ont dit mais attendez, aujourd'hui, et nous. Et donc là, ils leur proposent, pour leur lisser la patte, soit dit en passant, il faut quand même le dire, que l'éducation nationale était parmi le corps votant de Macron l'un des plus importants dans la fonction publique, donc il essaye de les brosser pour les rattraper, c'est sa technique, il va rechercher ses électeurs dans l'éducation nationale, et il dit pour les anciens, vous aurez 200 € de plus, donc pour leur permettre de monter également. Et puis pour les plus braves, éventuellement ceux qui n'ont plus d'enfants à charge ou dont les enfants sont partis de la maison et qui ont un peu de temps et peut-être qui s'ennuient, leur dit si vous faites des travaux supplémentaires, vous aurez aussi un tout petit peu plus d'argent. Voilà. Bon. Et puis, n'oubliez pas, juste à ce moment-là, Monsieur Darmanin annonce en même temps qu'il y aura la suppression de la mesure de suppression aussi, d'ailleurs, de points pour les infractions routières d'excès de vitesse de moins de 5 km/h. Et puis, Monsieur le maire également, là, qui va éventuellement, qui dit qu'ils vont commencer à faire des économies. Alors là, on va rechercher la droite, il faut qu'on réduise les dépenses de l'État, on va rechercher la droite. Enfin, tout cela, mais en fait c'est hors sol. Voilà. Hors sol. Et je veux juste qu'on passe cette petite vidéo parce que ça c'est le président a décidé d'aller sur le terrain. Donc là aussi c'est je vais à la confrontation. Voilà, j'en ai rien à faire et voilà son attitude. Si vous pouvez passer la vidéo. Grégory, merci. Vous n'en avez rien à faire parce que le peuple peut... Mais si, mais le peuple s'exprime par les élections, il s'exprime aussi. En fait, vous ne pouvez pas, vous ne laissez pas du tout parler. Mais je vais vous laisser parler. Parlez, allez-y. Je ne vais pas démissionner, je vous rassure. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Alors, la personne lui dit, mais vous ne prenez pas en considération vous ne prenez pas en considération votre peuple, on vous dit qu'on n'en veut pas de cette réforme. Et il dit, mais votre avis, en fait, c'est au moment des élections qu'il faut le donner. C'est tout. Maintenant, les élections sont jouées, c'est fini. Et pire, il lui tourne le dos quand elle est en train de parler en lui disant, bon, vas-y, parle, quoi. Parle toujours, tu m'intéresses. Mais en fait, cette réaction par rapport à une citoyenne, c'est la réaction aujourd'hui qu'il a par rapport à tout le monde. Et ça, j'avoue, ah oui, et puis sa petite phrase, parce que c'est quand même bon enfant des gens qui à 20h prennent des casseroles pour taper. Ils balancent les œufs et les casseroles. Chez moi, c'est pour la cuisine. Bon. Mais ce qu'il faut retenir quand même, et ça c'est constitutionnel, c'est que dans une démocratie, le pouvoir doit avoir le pouvoir d'arrêter le pouvoir. C'est-à-dire que si le pouvoir n'est pas capable, dans une démocratie, d'arrêter le pouvoir, c'est un problème, c'est la garantie. Et malheureusement, on ne voit pas. Et c'est ce que j'attendais de ce Conseil constitutionnel. Sa capacité de pouvoir arrêter un excès de pouvoir. Alors, Philippe, en réaction par rapport aux interventions des chroniqueurs, moi j'ai envie de demander, alors bon, on a compris qu'il n'était pas du tout affectif, le président Macron, il était autoritaire, il était vertical, peut-être un petit peu même sec. Est-ce qu'il ne renforce pas, est-ce que lui ne renforçait pas les travers de la Ve République ?
on n'oublie pas que la Cinquième République a été celle Gaulle. voulue par le général de Gaulle. Et bon, il était suffisamment grand, avec son 60 passé ans. glorieux, il était suffisamment grand. Enfin, au sens propre figuré, est-ce que M. Macron n'habite pas... Le juriste que je suis ne pense pas que ce sont les institutions, n'est-ce pas, qui sont à l'origine de la crise que nous connaissons. D'accord. Clair et net sur ce point-là. Et je vais me permettre de dire, je ne suis pas macroniste, loin de là. Mais si effectivement le problème est de cette taille, pourquoi donc l'opposition ne s'organise pas au niveau du Parlement? Ok, ce serait bien que l'opposition s'organise. On a presque eu la motion de censure, Oui. mais il serait effectivement intéressant que l'opposition de son côté puisse Mitterrand disait s'organiser l'opposition s'oppose. puisse s'organiser pour faire tomber cette loi notamment, ou voter une motion de censure. Je le dis parce que, effectivement, je trouve L'extrême que... droite. Comment? Vas-y. Dit comment? Avec des LR qui avaient fait des Il y a pré-accords l'opposition. et puis l'extrême droite. Ah, l'opposition s'oppose en principe. Hein. Les LR ne font pas L'opposition, partie de- Bah si, Non, alors, ils sont censés être dans l'opposition. Mais- je continue. Il est pont devant un problème. Cette taille, puisque vous l'avez décrit, ce problème, il est immense. Ok, il y a une crise phénoménale. Qu'on trouve une porte de sortie ou d'entrée, je sais pas, qu'on sorte de la crise. Il y a une opposition, et l'opposition est là pour s'opposer. Il suffit qu'elle s'organise. Elle devrait pouvoir s'organiser. Il y a là un petit problème aussi. Alors, ce que je voudrais dire, moi. Alors, j'ai écouté... Ah, c'est à mon avis. Vas-y, ça- vas-y. C'est mon avis, profondément. Je l'ai écouté, bon, il a parlé 12 minutes. Ok, il a dit des choses. Mais moi, ce que je retiens, puisque il a longuement parlé du travail, effectivement. Et il a dit deux choses intéressantes, nous sommes qui dans l'information. C'est la poursuite de l'alternance et la réforme des lycées professionnels. Il y a là une réforme à mettre en œuvre pour permettre à nos jeunes, n'est-ce pas, de pouvoir trouver de l'emploi. Et moi, je le suis totalement, et nous, ça nous intéresse au premier chef. Alors, effectivement, dans le même temps, d'ailleurs, Bébé l'a souligné, et bien dans le même temps, alors que cette réforme est véritablement critiquée de façon globale, générale, par toute la population, il faut le reconnaître, et dans le même temps, en fait, on donne... de petits biscuits, Mais n'est-ce oui, pas? mais oui. Les enseignants vont être augmentés. Et Bébé l'a souligné, comme par hasard, effectivement, les Charles va pouvoir nous points ne emmener au seront restaurant. pas enlevés du permis dans la mesure où il y a un dépassement de 5 km. Et il y a d'autres mesures qui sont en préparation. Bon, effectivement, j'avoue que tout cela, je dis bien tout cela, n'est pas très brillant. C'est pas brillant. Il serait temps qu'on se sorte de cette situation. D'autant qu'au niveau international, la situation, à mon avis, s'aggrave de plus en plus. Michel, Oui, alors, moi je suis comme toi, j'ai réprimé mon envie de ne pas regarder, j'ai regardé. J'ai regardé. Sans casserole. Hein? Sans casserole, du coup. Sans casserole. En même temps, c'était à 20h, il va y avoir des calèches. Tout à fait, mais mon qu'à manger en lentilles et puis saucisses. Bon, alors, j'ai écouté attentivement en prenant des notes. Parce que je comprends le sentiment des Français de ne pas écouter Macron et de prendre leur casserole pour lui répondre. Bon, c'était d'ailleurs un mot d'ordre qui était bienvenu à la mesure du mépris mais je suis un marxiste et quand on veut combattre quelque chose, il faut analyser avec le plus de sérieux et ne pas sous-estimer. Et en plus, je suis un pratiquant d'arts martiaux. Il ne faut pas sous-estimer ton adversaire. En réalité, il y a une contradiction. Je crois que c'est toi qui l'as souligné ou toi. D'un côté, on annonce toute une série de mesures qui nécessitent des dépenses, malgré tout. Et puis de l'autre côté, tu as un ministre de l'économie et des finances qui annonce des restrictions budgétaires. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Bon. Et en plus,
il prend sa lettre, je parle de monsieur le maire, et il écrit au patron français, ça suffit. Les augmentations, l'inflation, vous ne répercutez pas en baisse. Les baisses parce qu'à l'heure actuelle, toutes les matières premières qui avaient flambé après le début de la guerre en Ukraine sont en train de reculer. Et que ce soit l'huile, que ce soit le beurre, le lait, etc. Bon, au point qu'en France, il n'y a pas d'études de ce genre en Martinique, hein, mais les gens soit diminuent sur les quantités de ce qu'ils achètent, soit ils suppriment des choses. Qui m'a amusé. Parmi les choses supprimées, il y a les rasoirs pour femmes. Ouais. Bon. Tu sais pourquoi en fait? En fait, on les remplace par ceux pour hommes. C'est pas tant qu'on se rase pas, c'est qu'on sait en fait les rasoirs pour femmes sont plus chers que les rasoirs pour hommes. Donc les femmes que les dames prenaient le rasoir de mais leur compagnon. j'ai cru que tu allais parler du savon parce que le savon fait partie des. Ah bon. Ouais. Bon, ceci dit pour ajouter une pointe d'humour. Bon, donc la réalité, et je profite de l'occasion pour dire que ce type d'études ont dû être faites en Martinique, parce que probablement on a des effets de substitution de consommation, de sacrifice beaucoup plus grands. Bon, mais le fond du problème, c'est que l'allocution du président, il veut enjamber la question des retraites. Et la réponse qui a été donnée, que tu as montré là, en montrant la vidéo, la réponse du peuple, là, c'est la colère. C'est d'abord, moi, ce qui m'a frappé, c'est que le jour même, il y a eu des manifestations spontanées à Paris, à Nantes, à Rennes et même partout. Bon, d'abord. Ensuite, tu as eu ces concerts de casseroles. Et puis surtout, quand il est allé en Alsace, eh ben, les gens lui ont dit, vous n'écoutez pas le peuple. Bon. Donc, et bien sûr, il y a en perspective de cette manifestation du 1er mai, parce que l'intersyndicale a répondu, a refusé l'invitation de Macron, et appelle, parce que la suite... Une méga manifestation le 1er mai. La suite, c'est ça. Et puis, surtout, je veux citer quand même le camarade d'Aréville, député de Marseille, a présenté une nouvelle demande de référendum d'initiative partagée, mieux argumentée, et peut-être que celle-là va passer le cap du Conseil constitutionnel. D'accord. Alors Béatrice, je voulais réagir par rapport à l'échange que tu avais avec Michel, un échange direct par rapport justement à l'opposition. Je rappelle quand même que les LR n'ont fait que 5% aux élections présidentielles. Deuxièmement... Moins. 4 et quelques. Ah ben je te remercie. Deuxième élément, que les LR n'ont pas bénéficié, j'ai envie de dire, d'une lecture bienveillante, et que les macronistes se sont présentés face aux LR quand il s'agissait d'une triangulaire, donc ils sont fondamentalement contre. Et puis il y avait un propos d'Éric Ciotti qui disait qu'il choisirait c'est Zemmour qui choisissait Zemmour plutôt que Macron s'il devait choisir. Donc moi, quand je dis, et je rejoins Philippe, quand je dis que l'opposition devrait s'opposer et que je ne comprends pas qu'ils ne font pas une cause commune face à cette loi scélérate-là, j'ai presque envie de me questionner, de savoir s'ils n'ont pas peur simplement de repartir en campagne législative et puis de voir le Front National avoir davantage de députés s'il y a dissolution. Alors, comme je le redis, n'oubliez pas qu'au Sénat, la loi a été votée. Votée. Même s'il y a eu des restrictions, votée. Le Sénat est majoritairement LR, de droite. Donc, cette réforme, en l'occurrence, convenait plutôt bien aux LR, qui ont joué la carte de mettre en place quelques cavaliers sociaux, quelques garanties pour les personnes âgées. Ils ont quand même fait remarquer... Tu penses qu'ils avaient la perfidie de savoir que ça aurait été rejeté ? Probablement. Bien sûr. Bon. Moi, je pense qu'il fallait, par contre... Ils ne peuvent pas disparaître sous la personnalité et le parti politique de Macron. Parce que, en l'occurrence, il n'y a pas eu une désorganisation de la réalité politique en France. Il y a eu une explosion dont le PS a été l'une des victimes et dont les LR ont été l'une des victimes, parce que c'était avant une alternance, soit à droite, soit à gauche. Bon. Mais sur ta position
Moi, je crois que si d'ailleurs la régie peut montrer Oui, les différents slides du sondage Odoxa. Et du coup montrer d'ailleurs finalement si ils l'ont, ils ont pu le mettre, la réalité de ce que les sympathisants LR peuvent ressentir par rapport à Macron. En l'occurrence, premier slide, alors je ne sais pas si tout le monde voit bien, est-ce qu'il a été convaincant ? Évidemment, là où il fait le plus en matière de... C'est Renaissance. C'est Renaissance, donc c'est le Parti En Marche. Et puis 39% Le deuxième, c'est LR. D'accord ? Deuxième slide. Sur sa cote de popularité, on va dire ça comme ça. Alors, soit dit en passant, ça veut dire que les Français ont considéré qu'il n'avait pas, majoritairement, qu'il n'avait pas été convaincant. Vous le voyez, l'essentiel du camembert est rouge. Oui, donc, deuxième slide, s'il te plaît. D'accord. Deuxième slide, voilà. C'est les Français donc le trouvent convaincant, mais ça c'est dans le temps. Donc c'est une ligne, je ne sais pas si tu l'as. Là, on l'a. Voilà, la ligne. Et donc on a de décembre 2018 à avril 2023. Donc en 2018, Macron était convaincant pour 40% des Français. En avril 2023, il n'est plus qu'à 22%. Oui. Ok ? N'oubliez pas que son électorat, c'est 27. Donc il a perdu également dans son propre électorat. Autre slide. Personnellement, alors lors de son allocution, Emmanuel Macron a regretté que la réforme n'ait pas été acceptée, mais a annoncé qu'il allait désormais lancer de nouveaux chantiers. Pensez-vous donc que c'était le moment opportun ? Bon, et bien encore une fois, 59% considèrent que ce n'était pas opportun. Ah ouais. Et 92% chez lui. Et 92% chez lui. Et 60% à la droite. À droite. D'accord ? Donc aujourd'hui, le meilleur soutien d'Emmanuel Macron, c'est la droite LR. C'est ça la réalité. Alors, une autre slide sur pensez-vous, ça c'est pour tous les Français, pensez-vous que là, le fait de parler de 100 jours pour mettre en place ces nouveaux projets soit une bonne méthode et soit réaliste ? 62% des Français considèrent que ce n'est pas une bonne méthode et que ce n'est pas réaliste. Voilà, très bien. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire, pour revenir sur la proposition de Philippe, aujourd'hui, les LR, ni dans leur électorat, ni dans les élus, ne constituent pas une force sur laquelle l'opposition peut compter, parce que ça aurait été facile là. L'opposition peut compter pour faire basculer une motion de censure. Bon. Et que les gens l'apprécient ou pas, ça aussi, c'est pour sortir de cette anarchie démocratique. Nous avons le droit de nous allier ou de ne pas nous allier avec des gens dont les convictions sont à l'opposé des nôtres. Donc les gens doivent pouvoir comprendre. Et ils doivent pouvoir admettre, singulièrement chez nous, où les choix qui ont été faits l'année dernière ont été ce que l'on a connu. Nous ne souhaitons pas, lorsque nous sommes républicains, lorsque nous parlons de valeurs humanistes, lorsque nous parlons d'égalité, il y a un parti avec lequel nous ne souhaitons pas associer nos voix, c'est celui du Rassemblement national. Et les gens peuvent être contents ou pas contents, c'est une réalité et ils vont se rendre compte au fur et à mesure. Et je tiens à dire d'ailleurs que dans tous les pays européens où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, Autriche, Italie maintenant, qui commence à revenir sur son extrême droite, Hongrie, eh bien, il y a les pires difficultés sociales. Oui. Les femmes sont mises en difficulté. Oui. D'accord ? C'est ça la réalité. Le chômage augmente. La fuite des jeunes est plus importante. Les populations vieillissent encore plus vite parce que les jeunes s'en vont des pays gérés par l'extrême droite. Très bien. Donc je tenais à le dire. Alors, juste un petit mot parce qu'on va passer à l'autre thème. Oui, tu voulais dire ? Non, mais quand tu revois, en fait, on parlait tout à l'heure pourquoi l'opposition ne s'oppose pas. Parce qu'en fait, les oppositions est encore sur le plan idéologique. Pour moi, il faut radier toute négociation avec un parti d'extrême droite, c'est-à-dire le Front National, le Rassemblement, pas comment il s'appelle maintenant, leur nom. Pour moi, aujourd'hui, des partis lepénistes, ce sont des partis radiés du débat républicain et démocratique, une fois pour toutes. Il n'y a pas de compromission à ce sujet, c'est réglé. Ça. Parce que, par contre, nous, c'est clair, il faut à un moment arrêter de tergiverser sur ça. C'est pas un parti politique, c'est du racisme, c'est tout ce que vous voulez, ça n'existe pas pour moi en politique. Par contre, quand on voit la réforme des retraites, on voit bien quand même une réforme économique populiste, c'est quand même populiste, elle est voulue sur un socle politique et en fait, elle va
elle est supposée défendre des intérêts sociaux. Mais la grande absente de tout ça, c'est la réduction des inégalités sociales. Oui. À aucun moment, aucun débat n'a introduit la notion des inégalités sociales. On nous a parlé d'une force économique. On nous a parlé d'un populisme, là pour ça, exacerbé. On nous a parlé de manipulation. Et je crois qu'aujourd'hui, la colère des Français, mais permettez quand même qu'on parle aussi de la colère des Martiniquais et des Martiniquaises, c'est de voir que dans un pays comme le nôtre, avec une souffrance, une misère, d'une telle pauvreté, qu'il n'y a même pas eu un regard et même pas eu un mot pour pouvoir, ne serait-ce que nuancer. Très bien, très bien. Donc, on va passer à l'autre thème, mais ce que tu viens de dire est tellement vrai qu'il a même reconnu, Macron, je pense, sous le contrôle de Michel Blanqui, il a même reconnu qu'il était très inquiet pour les plus de 3 000 milliards de dollars de dette et puis l'éventuelle augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale appliquée à la France. Alors, justement, l'inquiétude appelle des politiques. Alors, cet argument, cet argument financier oui. a fait pchit. Parce qu'en réalité, l'inflation est en train de réduire les capacités de la France et d'autre part, les pays européens, l'Europe est en train de se rendre compte que si elle veut relancer l'économie, il faut arrêter d'augmenter les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Par conséquent, tu sais pas qui est-ce qui disait que la situation sur le plan international c'est Philippe. Est grave. Bon, parce que la crise démocratique que nous décrivons, la crise de régime même, je pense, parce que en fait, ce qui est en cause, contrairement à ce que pense Philippe, ce qui est en cause, c'est cette 5e République. D'accord. Ce sont les institutions. Ce sont ces institutions qui permettent la dictature de seul homme. Oui. Bon. Et même sur les nominations du Conseil constitutionnel. L'issue démocratique, c'est un nouveau front populaire. Pour faire comme en 1936. C'est un nouveau front populaire. Il faut trouver le bloom. C'est-à-dire qui va plus loin que la NUPES. Bon, bref. Élargir. Oui, mais un 3 l'État n'appelle pas nécessairement un chemin de république. Hein. Et puis un dernier mot. Ça n'est pas trop technique. Évidemment, passer à la 6e République. Bon, alors, on va changer de thème là, mais le temps nous est compté là, vraiment, parce que c'est... Hein. Alors, juste 2 minutes par personne, si vous voulez bien, pour le prochain thème. Les députés réunis en commission d'enquête sur le coût de la vie dans les départements d'outre-mer ont auditionné les responsables du transport maritime et de la grande distribution. Et le constat de la vie chère est partagé, mais aucun secteur n'entend supporter les responsabilités de ce coût de la vie chère. Donc, je me tourne vers Philippe, tout naturellement. Vers Michel, tout naturellement, puisqu'il s'agit d'économie. Oui. Je serai bref. Bon, j'ai accueilli avec beaucoup de scepticisme l'initiative de Denis Agent. Je me suis dit, c'est une énième fois que l'on fait faire une étude sur la formation des prix. Entre-temps, il a été rattrapé d'ailleurs par la Chambre de commerce. Nous avons d'ailleurs discuté de ça. Et par l'économiste Olivier Sudry. Bon. Mais le défaut majeur de ces initiatives, c'est que si l'on veut déterminer, parce que le but de ces études sur la formation des prix, de déterminer exactement pourquoi il y a des différences de prix entre les départements d'outre-mer et la France. C'est ça le but. Mais il n'y a qu'une seule méthode. Hein. C'est le contrôle des prix. Les comptes. Mais c'est les comptes. Et il faut... Je m'excuse. Bon, je vais parler de moi. Quand j'ai été nommé... Excuse-moi. Je vais allonger de 30 secondes mon intervention. Quand j'ai été nommé en Martinique comme commissaire des prix, j'ai expliqué dans quelles conditions. Bon. Il a fallu faire des études de formation de prix. Et les premiers à s'opposer à la formation des prix, c'était à l'époque, je ne vais pas le nommer, personne homme.
mais c'était le président de la Chambre de commerce. Quand on a voulu demander, étaler vos comptes, donnez-nous exactement La composition de de vos prix. Bon. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une série d'arrêtés, des arrêtés au plan national, des arrêtés aussi au préfet, parce qu'on avait donné au préfet la délégation de compétences pour fixer les prix. Et on a ramené l'inflation qui était à 17%, on l'a amené à 7% en tunique. Très bien. Bon, voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. Très rapidement. Oui, Béatrice, juste un mot. La grande distribution prétend que ses marges sont entre 1 et 2,5%. Mais non. Quel tout Écoutez, paye, ouais, on note tout paie. Moi, j'ai envie de dire, encore. Et puis, ils ont été violents. Alors, je vais dire ce que je regrette. 1, il y a eu une loi égalité réelle. 2, il y a eu plusieurs commissions menées par le ministre, à l'époque de l'Outre-mer, Victorin Lurel. Et pour tout vous dire, c'est probablement ce qui lui a valu et qui lui a coûté la région Guadeloupe. D'accord? Aujourd'hui, d'ailleurs, le président de la région Guadeloupe, M. Chalus, est mis en examen pour dépassement en 2015 de ses frais de campagne régionale, de plus de 160 000 euros. Et le rapport avec... Okay, c'est 167 000 euros maximum que l'on peut dépenser pour faire une campagne. Il a 160... En tout cas, il est mis en examen pour avoir dépensé... 327 000 euros. D'accord? Donc 160 000 euros de plus. Oui, oui. Pour faire des campagnes, chacun qui est là sait comment c'est compliqué d'aller chercher de l'argent. Bon, donc quand vous avez 350 000 euros pour faire une campagne en 2015, posez-vous la question de ceux qui peuvent mettre 350 000 euros sur la table pour financer votre campagne. Je passe. Victorin Lurel a fait ce que Michel a dit. Il a dit à ces grandes entreprises, CMA, la grande distribution, mettez vos comptes, messieurs, sur la table. Et quand ils ont commencé à faire ce qu'ils ont fait là, monsieur Ajar, on est en commission, on jure de dire la vérité, toute la vérité. Ce sont des auditions publiques. Et on demande donc des documents ou éventuellement des informations qui ont une destination publique. On demande à un chef d'entreprise de donner son chiffre d'affaires. Il dit non, mais son chiffre d'affaires est censé être publié. C'est une obligation légale. Article Code du commerce, article R121-1, article R153-10, obligation comptable applicable à tous les commerçants. Ils préfèrent payer les amendes plutôt que de publier. Oui. Bon. Et donc là, ils se retrouvent devant une commission d'enquête parlementaire avec l'obligation de dire la vérité. Il dit, je vous donnerai les chiffres. Bouglaka fait la loi dans l'Assemblée. Je vous donnerai des chiffres éventuellement dehors. D'accord? Quand on va sortir, je ne vous les donne pas publiquement là. Si vous voulez, je vous les donne en sortant de la commission. Mais on est face à ça. Et la réalité, c'est que donc on est face à des lobbies. Et vous le savez, il y a quelqu'un qui est passé sur ce plateau, en la personne de Max Dubois, qui, sur un certain nombre de choses, dit évidemment des choses vraies, mais qui dénonce de toute façon ce que nous dénonçons tous. C'est l'oligopole. D'accord? Et les monopoles. Bon, sur le reste, je n'ai pas obligatoirement toutes les informations, mais il y a quand même aujourd'hui des réalités que l'on voit. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est à 47% d'augmentation des prix des billets d'avion. Oui. Ce sont nos tronçons antillais, Guadeloupe et Martinique qui ont la plus forte augmentation quasiment du monde. 47%. On était à 37 il y a moins de 6 mois, on est à 47. Bon, eh ben, il y a un moment où soit l'État s'en mêle de façon plus... un ministre s'en mêle de façon encore plus sérieuse, d'accord? Je vois pas... Tu as parlé tout à l'heure des solutions. J'aimerais qu'une fois prochaine, on parle des solutions de lutte contre un pouvoir qui est un pouvoir aujourd'hui économique, qui nous étrangle, mais un pouvoir également politique, qui nous met dans une incapacité à pouvoir faire respecter la loi et obtenir de nouveaux droits. Bien le bon. À propos donc de ces prix et puis le fait que la cherté de la vie elle est de 38%, de plus 38% chez nous, et les revenus sont de moins 27% en moyenne. Donc ça fait plus de 50% de prix par rapport aux possibilités que les Martiniquais ont de consommer. C'est une commission d'enquête. C'est un constat qui est établi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus consommer. Nous, misé, c'est ça qui bagaille là. Ça ne nous paie pas jaune déboute.
Ça veut dire qu'on est étranglé jusqu'à la gorge et on va aujourd'hui donner la parole à nos étrangleurs, puisque c'est eux qui ont parlé là, c'est nos étrangleurs, c'est-à-dire que ce sont les commerçants, les patrons qui vont dire « Ah oui, mais on est conscient de ça, c'est un constat évident, il est même partagé. » Mais nous ne sommes pas responsables. Alors qui nous dit responsable? C'est nous, alors le consommateur qui est responsable des prix. Mais à un moment, il a clairement dit aussi, je veux dire Michel, à un moment, on sait, je l'ai déjà dit ici, un prix, comment il est fait. Et ce prix-là, c'est la marge que j'interpelle. C'est quand même le revient. C'est quand même on sait qu'aujourd'hui, que cette commission, il y a des marges qui sont astronomiques et qui sont assumées comme astronomiques et que personne ne dénonce comme ça et que la formation du prix aujourd'hui ne fait l'objet d'aucune politique publique responsable. Il y avait jadis, il y a encore peut-être des commissaires de prix, mais aujourd'hui, personne n'est contraint. Ils sont invités à se mettre autour de la table à négocier. Et à négocier. Non. Nous voulons aujourd'hui une politique publique de maîtrise, de régulation et de contrôle des prix. Et tant qu'on ne va pas avoir un organe coercitif, un organe de police des prix, eh bien, les personnes sont dans l'impunité la plus totale. Il s'agit d'une sorte de consensus et puis de choses mondaines autour de vos prix nous posent possiblement problème. C'est pas ça. Nous ne pouvons pas manger aujourd'hui jour. Philippe. Oui. La première chose, je pense que Johnny Ajor a eu raison de lancer la commission. C'était effectivement... Le problème se posait dans toute sa dimension. Il a enclenché la commission et je pense qu'il fallait le faire. Quant au résultat, bon, on s'en doutait un peu. Le pot de terre contre le pot de fer. Oui, ça va déboucher sur rien. Écoutez, le pouvoir économique a toujours dominé le pouvoir politique. C'est dommage. Sauf quelques exceptions. Mais je me souviens, moi, lors de la mise en place du traité de Rome, là, on se posait la question de savoir si les transports aériens et les transports maritimes, n'est-ce pas, étaient touchés par cette libération. Parce que les compagnies maritimes organisent des conférences internationales et se répartissent le trafic. Donc chez nous, on n'a pas encore abordé le problème du transport maritime chez nous. On est tout petit, mais il faut l'aborder. Et pendant 10 ans, les compagnies maritimes, la CGM à l'époque, eh bien, n'appliquaient pas les principes de libre-échange. Ils s'enfermaient dans leur répartition du trafic et cette entente sur les frettes. Bon, alors effectivement, quelle est la solution? Pas 36, hein. C'est un pouvoir fort. Coercitif. Un pouvoir fort, coercitif. Là, un homme debout... Et opposable. Si la monnaie est beaucoup plus forte, il y aura... Et avec un contrôle des prix. Il faut revenir à des mesures, n'est-ce pas, de contrôle, mais de coercition et obligatoire. Très bien. Alors, c'est peut-être qu'il faudrait quelqu'un d'autre à la place de monsieur le président de la République, qui est un homme fort, mais peut-être qu'il n'est pas dans notre sens. Je connais le fort avec les faibles, faible avec les forts. Par contre, l'initiative était belle. C'est-à-dire le fait de pouvoir avoir ça, c'était quand même une très bonne initiative. Oui, attends 2 secondes. Béatrice, et puis ensuite toi. Juste pour dire, j'ai suivi 2 interviews. Une du directeur commercial de chez Lidl, qui sont donc des magasins discount en France hexagonale, et une autre également du nouveau président de la FNSEA, donc c'est en gros le syndicat lobbyiste des agriculteurs en France, national des agriculteurs. Bon, Lidl, évidemment, en tant que redistributeur, dit « Écoutez, mais l'huile de tournesol, c'est pas normal qu'elle baisse pas. On est déjà à une baisse sur le marché de 30%. Bon, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se font du fric. Nous, on a décidé aujourd'hui de dire aux gens avec qui on négocie, parce que n'oubliez pas qu'il y a des périodes de négociation qui ont été fixées, d'ailleurs par le précédent gouvernement Macron. Ils ont institué des périodes de négociation des prix entre les revendeurs et les acheteurs. Bon, et dans les achats, par exemple, que les gens ne font plus, ou on réduit drastiquement, il y a l'huile qui a pris quelque chose comme 200% ou je ne sais plus quoi. Bon. Et là, en effet, le responsable de la FNSEA, qui se retrouve face à des contradicteurs, on lui dit « Mais monsieur, votre huile que vous vendiez, admettons, 20 € le tonneau, aujourd'hui, vous le vendez 70 €, vous faites de l'argent quand même. »
ah bah oui, mais finalement, bien sûr qu'on fait de l'argent, on est bien content, mais c'est parce que nous, on va devoir faire des investissements productifs, notamment pour la transition énergétique, pour décarboner nos productions. Sauf que demain, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra suivre ça. Sauf que demain, ces mêmes personnes-là seront aidées. C'est-à-dire qu'on va appeler les Français en disant mais il faut aider les structures agricoles et il va falloir donner 3 milliards pour la décarbonation. Sauf que pendant 3 ans, ils nous auront siphonné. Ouais. Merci. Voilà, vous avez compris le jeu? Michel. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que je reviens quand même à nos problèmes à nous. C'est nos problèmes. Mais oui, parce que le problème, c'est que le ton et les propos. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le compte-rendu que France Antilles, que le représentant a dénommé Sartre. Il a un nom célèbre d'ailleurs. Il a dénommé Sartre, que le correspondant de France Antilles en France a fait de la fameuse séance de la commission d'enquête sur la question des prix dans les départements d'outre-mer. Il y a non seulement le refus de donner les preuves, les éléments, les comptes, etc., mais il y a le ton qui a été utilisé notamment par un certain Despointes. Le même. Alors, nous, dans Justice, nous allons reprendre une partie de l'article de France Antilles. Il n'est pas dans ce numéro-là. Parce que ça n'a pas eu être une insulte Je n'ai pas lu ça. à nos parlementaires. Absolument. Parce que nos parlementaires, je vous dis, j'étais sceptique compte tenu du passé. Bon, mais néanmoins, ils essaient d'utiliser les moyens que la Constitution française leur donne dans ce cadre. Bon. Et ils se voient opposer le même refus. Alors, je vais faire aussi à référence. Je suis membre de l'Observatoire des prix. Le refus de communication de la CMA-CGM, nous l'avons essuyé à l'Observatoire des prix en Martinique. Nous avons, bon, et c'est pas nouveau. Donc l'inflation, c'est un petit arrangement entre copains pour gagner de l'argent. Parce que le système de fixation des prix du transport maritime, tel qu'il est pratiqué par la CMA-CGM, est conforté par l'Europe. Donc, autrement dit, le jour où nous voudrons... Mais oui, je ne vais pas trop faire la leçon, mais le jour où nous voudrons entrer dans ce problème-là, qui est un des éléments de la formation des prix, il faudra qu'on s'adresse au niveau européen. Il paraît même que moins il y a de bateaux, plus les bateaux sont petits, plus les conteneurs coûtent cher, plus la CMA-CGM gagne de l'argent. Exactement. Voilà. Donc c'est un combat que nous avons mené à la fois sur le plan franco-français, mais aussi sur le plan européen. Voilà. Bon. C'est pour ça qu'il est quand même important de souligner cette initiative qui est belle, je répète, parce qu'on ne pouvait pas ne pas faire ça. Et M. H a rappelé parfaitement raison. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais il faut quand même faire la goutte d'eau. Il faut récidiver la goutte d'eau de toute façon. Mais on sait très bien que la grande absente est l'Europe. Et puis le topet et la mauvaise foi de ces patrons-là, c'est quand même scandaleux. Juste parce que c'est dans un an et que j'espère que les Martiniquais, au gré de ce qu'ils entendent et des propos que l'on tient, comprennent aussi que évidemment nous sommes intéressés par ce qui se passe chez nous, mais nous comprenons aussi l'influence. Dans un an, il y a des élections européennes. Qu'ils aillent voter. Oui, tout à fait. Voilà. Autre thème, s'il vous plaît. Alors là, c'est une petite minute. La commission de loi de l'Assemblée nationale a rejeté le 12 avril 2023 une proposition de loi visant à promouvoir l'emploi et le retour des fonctionnaires d'État ultramarins dans les territoires d'outre-mer. Quelques petits chiffres en réunion. Ils sont 71 000. Il y a 11% de fonctionnaires locaux et 45% de fonctionnaires hexagonaux. En Martinique, 38 000. Il y a 10% de fonctionnaires locaux, 40% de fonctionnaires hexagonaux. Ici, en Martinique. Le slide, s'il vous plaît. 38 000 fonctionnaires d'État. Et en Guadeloupe, 37 000. Je ne suis pas sûr de ces chiffres-là. Ah bon? Ouais. Non, je ne suis pas sûr de ces chiffres. Peut-être. Comment est-ce qu'il peut mettre... Oui, est-ce que tu peux, Grégory, mettre le slide sur... Tu vois les cadres? Les cadres, oui. Les cadres, catégorie K. Oui, c'est les A. Bon, d'accord. A et B. Parce que quand tu dis 38 000 fonctionnaires, c'est la totalité. A et B. Il n'a pas?
Et donc, il y a... fonctionnaires d'État. Fonctionnaires d'État, je disais bien. d'État, Oui, oui, oui. 10% pour la Guadeloupe de fonctionnaires locaux et 34% de fonctionnaires hexagonaux. Et enfin en Guyane, 10% de fonctionnaires locaux contre 34% de fonctionnaires hexagonaux. Donc il y a un déséquilibre manifeste. Et je ne peux pas ne pas penser à ma petite nièce qui a passé le CAPES de mathématiques et qui n'arrive pas à rentrer malgré ses efforts. Voilà. Donc, Béatrice, je commence par toi. Une minute. Juste, malheureusement, ça fait longtemps. Donc, il y a eu la rapporteure Emeline Kabidi, réunionnaise, qui a encore fait valoir de nouveaux arguments, arguments qui vont encore plus loin. Je le répète encore une fois, c'est pour ça que je vous dis à quel point c'est compliqué et à quel point il faut donner de la force aussi aux outils démocratiques qui sont les nôtres et aller voter. Bon, aller voter. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence, nous ne sommes pas assez nombreux et assez puissants pour aller imposer le fait qu'il y a des principes et notamment les intérêts matériels et moraux. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout a été réduit. J'espère que les familles martiniquaises s'en rendent compte, mais la réalité, c'est que vous allez voir moins longtemps vos familles. Parce qu'entre ceux qui maintenant ont moins droit, par exemple, au congé bonifié, et ceux qui n'y ont plus droit du tout, c'est-à-dire que quand, par exemple, tes parents meurent, eh ben on considère, maintenant l'État considère par exemple que tu n'as plus d'intérêts moraux. Oui. Donc même leur tombe ne représente pas un intérêt moral pour eux. Donc il faut aller... Et donc là, elle a demandé à renforcer, mais je tiens à répéter une fois encore qu'il y avait une loi égalité réelle qui portait le principe, dont les décrets d'application n'ont pas tous été saisis et qui n'ont pas été appliqués, notamment par Emmanuel Macron. La preuve, puisqu'il a réduit la capacité pour un certain nombre de nos compatriotes de revenir en congé bonifié. Mais là encore, ils ont accentué sur les intérêts moraux qu'ils ont fait passer en premier et matériels. Et encore une fois, c'est un refus pour l'instant de la commission des lois. Ça va passer le 3 mai et je vous le disais dans le cadre de la niche parlementaire là du groupe GDR me semble-t-il. On espère que sur un certain nombre des points la proposition de loi arrive un peu à avancer et donne des capacités à nos compatriotes d'être plus nombreux à pouvoir rentrer singulièrement sur des postes d'encadrement. Guillaume. Oui, quand j'ai lu la proposition de loi de la députée Emeline Kabidi, que je connais, et qui est une fille charismatique, une avocate réunionnaise brillante, qui a pris du temps, qui était une loi sérieuse, une loi qui donnait du sens à ce que nous sommes de peuple. Parce qu'il y a quand même cette notion-là. Et de géographiquement éloigné, et une loi qui justifierait qu'on soit des ultramarins. Qui justifierait peut-être la réalité qu'il existe un ministère des Outre-mer. Une loi qui dirait ça peut-être aussi. Et là encore, on voit que ces inégalités de traitement, puisque vous voyez bien comment les néo-contracts, les néo-titulaires, tous les noms qu'on nous donne, etc. Je crois que simplement qu'il faut voir comment cette loi est rejetée et pourquoi elle est rejetée. Elle est rejetée selon un principe idéologique. Disant voilà, que le même mécanisme qui faisait que nous a extirpés à un moment donné, peut-être probablement encore aujourd'hui d'une autre manière, pour nous conduire vers notre territoire et enlever de ce pays. Et ça va contre toutes les initiatives que nous prenons pour pouvoir faire revenir. Tu fais allusion au Bumidum ? Notamment. Essentiellement, mais essentiellement. Et tu vois, c'est cette non-réparation que nous a toujours corrélé. Cette absence même de décence face à un problème qu'on pourrait réparer, ne serait-ce que comme ça. Absolument. Partiellement. On nous dit simplement non. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Alors, je ne sais pas que ça peut signer. Et on voit qui vote. Il faut bien voir qui vote ça. C'est toujours la même majorité. Républicaine et Renaissance. Absolument. Très bien. Alors, on voit encore la lecture. Tout à l'heure, tu le disais, Michel, de la droite et de la gauche. Je suis désolé, il existe un peuple de gauche et il est temps quand même qu'on soit un peu unis. Alors, Philippe, concernant cette difficulté pour nos compatriotes. Écoutez, je suis de plus en plus révolté. Parce que je dis que notre situation est une situation assez paradoxale, assez irréelle, n'est-ce pas ? Tantôt on nous dit que nous sommes identiques, tantôt on dit que nous sommes différents. Mais j'ai fait un peu ces jours-ci de droit constitutionnel des Outre-mer. Et il y a beaucoup de principes constitutionnels qui ont été mis à bas dans des peuples, dans des pays qui ont su
engager le dialogue, un dialogue politique. Ça a commencé par la Corse. Vous avez le cas de la Polynésie, et bien la Nouvelle-Calédonie qui est vraiment une situation particulière. Et il y a des principes qui apparaissaient comme intangibles, et bien ces principes, n'est-ce pas, ne sont plus intangibles. Et on reconnaît qu'il peut y avoir des exceptions à notre situation. Effectivement, tu as raison, et ce serait peut-être la forme de la réparation que de pouvoir, n'est-ce pas, mettre à bas ou mettre des exceptions à ces principes qui nous sont chaque fois opposés. Et il nous appartient à nous, Martiniquais aussi, hein, de nous mettre en situation de dire, de faire et de voter et de réclamer. Mais nous, qu'est-ce que Nous, Très bien, très bien. Michel. 60% de participation, 80% Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Voilà. Bébé, ça suffit. Je fais comme je veux. Bébé, ça suffit. Allez, 2 secondes. Je me Michel, mets en l'article 8 de condition. la Convention des droits de l'homme exige le droit au respect à la vie familiale. Bon, c'est ça. Hein. Bon. Tu connais mon aversion pour les discussions juridico-juridiques. Merci. Non, parce que qu'est-ce que dans cette commission, qu'est-ce qu'on oppose aux députés d'outre-mer? Du droit. On leur oppose l'égalité républicaine. Et que, par conséquent, prendre des mesures particulières pour les ultramarins, ce serait attenter Déroger, ouais. à l'égalité républicaine. l'Alsace et la Lorraine, pas qu'à faire ça. Bon, alors, bon, eh bien, il y a dans la Constitution française, je m'excuse, la possibilité, la revendication c'est quoi? C'est celle des Corses, la préférence locale. Il y a dans la Constitution française l'article 74 qui permet Au niveau en matière L'exception. économique, en matière d'emploi, en matière de foncier, Tout à fait. d'instaurer une préférence locale. Autrement dit, il faut arrêter de tergiverser. Et il faut qu'on sorte de ce statut d'article 73 qui nous oblige à une espèce d'égalité, d'uniformité, d'assimilation. Mais c'est ça qu'on nous oppose. En fait, c'est pas l'égalité. Eh ben, voilà. Ben, moi, je dis C'est le que nous miroir. sommes différents et il faut accepter notre différence. Il faut passer à autre chose. Mais la formulation de la loi, comment ferais-tu? Mais Parce qu'on te l'égalité dirait que par c'est la la discrimination. Hein. Oui, C'est l'égalité par la discrimination. il y a deux façons de discriminer. Il y a Exactement. deux façons. Il n'y a pas une Merci. seule façon de discriminer. Exactement. Alors, Attends, je réponds à ta Michel question. n'a pas répondu. Je réponds à ta question. Exactement. Les- Faut le les- rappeler à je chaque pense fois. que les députés qui ont proposé ça savent parfaitement les obstacles juridiques. Absolument, absolument. Ils ont, à mon avis, ils appliquent ce qu'on appelle le principe de réalité. Nous sommes dans un cadre actuel, ce cadre. Ils essaient d'arracher ce qu'ils peuvent en étant parfaitement conscients des limites de ce qu'ils pourront obtenir. Mais je pense qu'il ne leur échappe pas que pour obtenir ce principe de la préférence locale, la préférence locale, ça doit s'appliquer aussi dans les matières de marché public. Nous Ça, devons c'est possible. choisir les entreprises martiniquaises, dans les conditions bien sûr. Ça, c'est possible. Pas encore, mais c'est déjà possible techniquement. Ça, c'est Michel. possible. Non. Si. Oui, Non, C'est qu'on veut pas, bien sûr que si. c'est pas vrai. Bon. Mais, C'est pas vrai. Alors, mais c'est- alors, oui, vas-y, finis, et puis Bien sûr. Philippe, Si tu on va veux vous ça, appeler. Oui, tu devrais sanctionner. oui, c'est ça. Bon, par conséquent, bien sûr que si. j'ai été dans la commission d'appel d'offres de la CTM pendant 6 ans. Je peux te dire qu'avec Daniel Marie-Saint, on s'est battu. Eh pour ben, je vais essayer- t'expliquer. pour On va essayer- débriefer après. Pour essayer d'appliquer ce principe, mais chaque fois, on s'est vu retoquer. Alors, Philippe, la double discrimination, Mais ça oui, m'intéresse. mais on est toujours dans ce débat de réalité irréelle. Ok. Exactement. Mais c'est pas moi qui dis, c'est le président Mitterrand. Hein, la lettre aux Français, nous sommes dans une situation irréelle dans ce cadre-là. Bon, on va y revenir certainement en parlant du droit des Outre-mer. Oui, il y a c'est le fameux arrêt Hansen de 1978 de la Cour européenne, qui dit ceci: la discrimination consiste non seulement à traiter les choses identiques de façon différente, mais aussi à traiter les choses différentes de façon identique. Tout à fait.
Alors là, C'est ça qu'on nous fait là. Mais bien sûr. C'est enseigné. Mais oui, mais quand tu dis égalité, mais si je veux être, tu es grand, si je veux à un moment par exemple apparaître sur la photo, toi tu es grand, tu fais 1m80, pour qu'on soit à égalité, On va te mettre au il faut bien tabouret. mettre un tabouret. C'est la parité D'accord. entre hommes et femmes. Ça veut pas dire que c'est de l'assimilation. Ça veut dire que si à un moment, pour un objectif qui est posé, nous devons, eh ben ça veut dire que on compense l'inégalité pour qu'on arrive quand même à avoir des droits qui à soient une équité, comparables. à une C'est équité. prévu, c'est prévu dans le droit européen. Pas une ça. équité, c'est vraiment quand on dit lutter contre les inégalités, quand on dit par exemple qu'on va en REP+, ou en ZEP pour ce qui était de l'éducation, c'est bien que quand même, pour une éducation, un programme similaire, pour permettre l'égalité, c'est-à-dire pour permettre un cadre d'éducation qui soit comparable dans un endroit et dans un autre, et ben on met plus de moyens. davantage Et ben d'efforts. nous c'est ça. Tout à fait. Oui, mais il ne faut pas faire de la C'est politique tout. Montessori, hein, c'est pas non plus une Bon, en politique tout cas, Montessori. spontané. Mais par contre, je dis que ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'en fait, c'est dans cette inclusion, c'est-à-dire qu'il y a une exclusion, c'est-à-dire que même en voulant compenser, on compense De façon inégale. de façon inégale. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique inclusive qui permette aux gens d'être vraiment, je veux dire, compensés, être réparés. Et si je pense que quand tu parlais de discrimination, moi je reste sur ce mot profondément et où lequel je suis raciné, il faut à un moment que nos territoires qui ont été tellement discriminés soient réparés. Et cette réparation passe incontestablement par le respect de nos différences. Bon, voilà. En tout cas, un dernier mot et puis je Non, mais on non, antenne. Et, Charles, il y a deux questions que tu n'abordes pas. Mais oui, il y a deux questions. Tu t'étais engagé avec Absolument. Guy Albert parler Absolument. d'Haïti. Absolument. Ah oui, c'est vrai. Vous avez trop parlé. Et Mais puis là, la nouvelle gagne, oui, bien sûr. On a Ok, trop parlé et je vais demander à Manuel à la prochaine Les- fois les mêmes qui ont toujours- voilà, faut les voir mêmes les thèmes mêmes n'ont au pas été féminin, abordés. oui, On va d'accord. remettre ces thèmes-là, Les mêmes mais surtout mettre moins de thèmes parce qu'ils sont tous passionnants Ah oui, et d'accord, il y a des choses Non, à il y dire en a flamme, régulièrement. c'est Voilà, tout à fait. Il y en tout a à fait. trop. Non, mais à mon avis, je pense que ce thème que nous avons abordé sur cette loi concernant les fonctionnaires d'État, Ah, c'était fondamental. je pense qu'il faut qu'on suive le parcours parlementaire de cette loi. Parce que là, c'est la commission des lois. Oui, c'est la commission des C'est la lois. Tout à fait, oui, Bon, absolument. bon, je pense que les députés qui ont proposé cette loi vont faire ce que dit Béatrice. C'est que, dans le cadre tel qu'il est, bon, qu'on nous donne le tabouret, bon, très bien. Mais ça nous l'est, c'est un sofa. Un sofa complet. Non, tu veux une... Un canapé, il veut un canapé. Tu veux un machin télescopique. Moi, un sofa, moi, l'installer comme moi dans un sofa moyen, Ou quand coucher en ligne. moi, quand vous changez. On appelle ça. Non, il veut un escabeau télescopique modifiable. Ne vous dissipez pas sur ces bons mots et sur cette bonne humeur. Nous remettons l'antenne. Nous remercions Grégory pour sa patience. Nous remercions Manuela Merci. pour le sommaire du kiosque. Nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon week-end chez vous. Et puis, il y a effectivement deux thèmes que nous devons aborder et que nous reportons une nouvelle fois et que nous allons mettre au programme la semaine prochaine fois. prochaine. Et cette fois-ci, nous allons commencer par ces thèmes-là parce que Oui, c'est c'est- important. Merci, Et Non, mais tu peux les dire. ça tient à cœur tout le monde. Alors, Ouais. c'est surtout l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie avec un petit rapprochement sur notre réalité institutionnelle. il faut. Voilà, absolument. Et avec la Corse d'ailleurs. Avec l'accord. Et les élections La Corse, Et politiques. la Polynésie. Et puis La Corse s'intéresse oui, beaucoup à la ce qui Corse se et passe la sur la Polynésie. La PEC, Et puis la PEC question haïtienne. remarquable des indépendantistes, 34% des voix, et le fait que Oscar Temaroui risque de Et- devenir le président de la Polynésie. Et puis- Deuxième, on attend le Et puis, deuxième tour. et puis la crise. C'est- et puis pour la- moi, c'est réglé. Et puis la crise, je finis. Laissez-le finir. Allez, vas-y. Et puis la crise en Haïti avec Ah oui, oui, oui. Évidemment. le gros problème est Humanitaire. vraisemblablement, on a envie de dire que c'est n'est pas négligé. presque manipulé. Enfin, il y a des marionnettistes qui tirent leur Heureusement macaron. que les Russes viennent à Cuba. Voilà. Ah. Je dis En ça tout cas, comme ça. C'est Hein. un autre bas. Voilà. Bonne soirée à tous. Les Américains vont regarder ce qui se Ils passe. n'arrêtent pas de La débattre. prof va faire S'il vous super plaît. voyage. Non, mais tu peux couper. C'est fini. Bonne soirée à tous. Un bon week-end et à la prochaine fois. Malgré la dissipation de nos chroniqueurs à la fin de l'émission. Bonsoir. C'est la fin.